Bonjour à tous, Alexis Gibert, président de l'ETRE. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à ce colloque Regards croisés pour vous présenter les enjeux du transport autonome routier de marchandises et finalement le point de vue du transport routier sur les perspectives et les défis à venir. Alors l'automatisation croissante des véhicules est une réalité pour nous, transporteurs, depuis près de 50 ans. Les camions d'hier ne sont pas les camions d'aujourd'hui. Le métier lui-même a évolué et c'est vrai que ça a eu un impact sur nos entreprises en termes de performance économique et environnementale. C'est l'objet de la première partie de ma présentation. La deuxième partie, elle, se concentrera plutôt sur les défis, les obstacles auxquels nous devons faire face dans le développement espéré des véhicules autonomes. La troisième partie, ce sont les solutions ou les pistes sur lesquelles nous pouvons collectivement réfléchir ensemble et vers lesquelles, sans doute, de manière pragmatique, organisée, nous pouvons nous orienter. Dans cette première partie, nous souhaitons montrer que l'automatisation des véhicules est non seulement une réalité, mais évidemment qu'elle est souhaitable dans son développement. Il existe une classification, la classification SAE des véhicules autonomes, qui comprend 5 niveaux d'automatisation. Et donc le niveau 0, qui n'a aucune automatisation, prévoit que le conducteur a un contrôle total et à tout instant des fonctions principales du véhicule, moteur, accélérateur, direction, frein. Et puis le niveau 5, qui est l'automatisation totale, prévoit une conduite complètement autonome, sans l'aide de conducteur, dans toutes les circonstances. On voit bien qu'au cours des 50 dernières années, entre ce niveau 1 et le niveau 5, nous avons parcouru du chemin. Et nous avons aujourd'hui, alors même que nos conducteurs routiers en transport de marchandises gardent un contrôle global sur les véhicules, vous avez quand même un certain nombre d'assistances et d'aides qui ont été mis en place à travers les années. Par exemple, les ABS, les régulateurs de vitesse, les régulateurs adaptatifs. Vous avez aussi évidemment tout ce qui concerne les équipements, les systèmes d'éclairage, et tout ceci dans un cadre de standardisation et d'harmonisation des normes et des infrastructures au niveau européen. L'ensemble de ces systèmes a finalement rendu le rôle humain opérationnel moins important et a donné une part plus importante à la technologie, à l'intelligence embarquée, avec un objectif qui est de mieux contrôler, de mieux suivre, de mieux optimiser les flux de marchandises, de mieux prévoir les trajets et à terme d'avoir une plus grande précision dans le pilotage des coûts et des marges. Donc il y a un objectif économique derrière et à cet égard, du point de vue des entreprises, évidemment, c'est un objectif qui peut être vu comme louable. Le véhicule autonome a aussi une vocation de diminution de l'empreinte carbone, puisque les consommations sont mieux maîtrisées, a priori, les réseaux d'avitaillement sont mieux planifiés, a priori, et la rationalisation des circuits de distribution de marchandises est plus simple à mettre en œuvre. Donc nous voyons bien l'intérêt qu'il y a eu et qu'il y a au développement des véhicules autonomes dans le transport routier de marchandises et la logistique. Cette deuxième partie, elle, va surtout s'attacher à démontrer que le progrès de ces véhicules autonomes se heurte à un certain nombre de limites et de difficultés. Je veux parler de limites pratiques, tout simplement. Avons-nous aujourd'hui la technologie suffisante pour nous assurer que les véhicules autonomes seront bien stables, certains, sûrs, fiables? Et évidemment, est-ce que nous avons l'assurance que ces véhicules
seront compatibles avec les exigences très hautes, et c'est normal qu'elles le soient, de sécurité routière. Un véhicule autonome de 44 tonnes lancé sur le réseau public doit donner toutes les garanties de sécurité, et pour le moment, nous n'avons pas tous ces éléments-là de manière certaine. Je vais aussi parler des limites juridiques et sociales. Le cadre juridique aujourd'hui n'est pas adapté aux véhicules autonomes. Le code de la route, pour qu'on puisse demain opérer avec des véhicules autonomes, doit évoluer. La définition des responsabilités. Demain, un accident sur le réseau routier impliquant un véhicule autonome, quelle est la part de responsabilité entre le constructeur, le salarié, l'entreprise? C'est évidemment un élément d'une importance capitale sur lequel, en termes juridiques, les choses doivent être très claires dès le départ pour que ça puisse être mis en œuvre. Et puis il y a l'environnement social qui doit être repensé. La définition des emplois, les formations, l'organisation même au sein des entreprises autour de véhicules plus autonomes et à terme entièrement autonomes, pourquoi pas, signifie aussi une évolution des compétences, une remise à plat de celles-ci et des formations qui vont avec. Et donc, comme dans toute rupture technologique, pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir évoluer en matière d'autonomie des véhicules, il faut que nous puissions nous organiser collectivement et sur un ensemble de niveaux et de plans qui sont tous importants. La clé pour l'avenir, c'est sans doute du pragmatisme et du bon sens. Pragmatisme, pourquoi? Car en s'inspirant d'exemples qui fonctionnent déjà, nous pouvons sans doute en France développer des pistes prometteuses. Le tunnel sous la Manche, le shuttle, ou le rail-route combiné en Suisse sont des exemples pertinents sur lesquels l'automatisation, mais sous un angle nouveau sans doute que celui qu'on envisage avec un camion tout automatique, eh bien ça c'est ce type de piste qu'il faudrait peut-être plus creuser. Il faut aussi favoriser davantage en France l'expérimentation, à l'instar de ce que font nos voisins européens. Le platooning, pour exemple, a permis de tester à grandeur nature ce type d'automatisation de véhicules qui se déplacent en platoon, en groupe. Et je pense qu'il faudrait favoriser davantage l'expérimentation. Et enfin, il faut surtout réfléchir aux activités, aux lignes, aux marchandises, aux types de prestations logistiques qui seraient plus éligibles que d'autres en pratique à l'automatisation. Sommes-nous plutôt sur des transports massifiés et longue distance ou plutôt sur des transports urbains et courte distance? Est-ce que nous pouvons identifier certaines portions d'autoroutes ou de déplacements qui seraient plus propices, plus simples pour la mise en œuvre de véhicules automatisés? Il faut enfin créer les conditions propices au développement du véhicule autonome si nous voulons que cela aboutisse. Les conditions économiques et juridiques, ça signifie en particulier favoriser le rapprochement entre les constructeurs, les entreprises du secteur, les organismes de formation. Dans un cadre collaboratif, l'idée c'est de créer progressivement l'environnement qui rendra possible l'utilisation de ces véhicules autonomes. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une rupture technologique, il faut aussi l'environnement qui est associé pour en permettre le fonctionnement. Sur le plan financier aussi, le jour où nous aurons des véhicules autonomes, le cadre législatif qui permet leur mise en œuvre, il faudra bien évidemment permettre aux entreprises, et vous savez que le secteur des TRM est essentiellement constitué à 90% de PME, il faudra trouver et permettre l'accès au financement pour ces entreprises
afin qu'elles accèdent à ces véhicules et bien sûr qu'il y ait une approche de subvention pour favoriser cette rupture technologique. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre attention et j'espère que ces quelques pistes éclaireront les débats. En tout cas, comme nous disons à l'ETRE, faisons route ensemble et faisons route ensemble avec peut-être des véhicules autonomes. À très bientôt.